Suivre l'après-midi. Je vous remercie de votre présence. Donc, cette deuxième partie est consacrée donc au principe d'hospitalité universelle. Et donc, les intervenants auront l'occasion d'expliciter ce que l'on peut entendre par là. Alors, tout d'abord, vous remarquerez que Madame Mireille Delmas-Marty et Madame Fabienne Brugière sont, hélas, absentes toutes les deux, pour des raisons de force majeure. Voilà, donc nous vous prions d'excuser leur absence et elles ne seront pas complètement absentes puisqu'évidemment nous nous sommes nourris de leurs travaux pour préparer ce moment. Donc voilà, elles seront absentes physiquement mais pas complètement par la pensée. Alors juste un mot d'introduction avant de présenter les invités sur le principe d'hospitalité. Ce qu'on peut en dire, par exemple, d'un point de vue philosophique, c'est que le philosophe allemand Emmanuel Kant, en 1784, vous voyez, 1784, parle, par exemple, de la société des nations, à l'heure où il n'y a que des monarchies se faisant la guerre entre elles. Et il a cette idée d'une société des nations, l'expression est de lui. Et dans un de ses derniers textes, qui s'appelle le projet de paix perpétuelle, et le projet de paix perpétuelle, ça veut dire le projet pour penser une paix mondiale. Il invente l'idée d'une politique qui serait à l'échelle du monde. Et donc il va appeler ça une cosmopolitique, une politique à l'échelle du monde. Et tentant de définir ce que pourrait être cette cosmopolitique, il rencontre deux choses principales. Il a cette idée qui est assez répandue au XVIIIe siècle, qu'on trouve par exemple chez Montesquieu, que le commerce suppose des relations. Parce que si on n'a que des ennemis à éliminer, il n'y a pas de commerce avec les ennemis. Mais, et c'est ça qui fait la force de Kant, c'est que Kant ne pense pas du tout que le commerce puisse servir de matrice suffisante aux relations des peuples du monde. Et que donc il va falloir penser autre chose. Et c'est là qu'il introduit un concept juridique d'hospitalité. Il parle de la question juridique de l'hospitalité. Et alors il le présente de deux manières. Il y a d'abord ce qu'il appelle un droit à la surface. Ça veut dire la surface de la terre. Et il dit bien sûr qu'il y a des frontières entre les pays, mais enfin, la terre est commune, la terre est à tous, et par conséquent, tout le monde a un droit à la surface, donc un droit de visite de l'autre, donc d'être l'hôte de ses voisins. Et il ajoute, dans le cas où la vie, où l'existence, les conditions d'existence d'un étranger sont menacées, eh bien là, cette fois-ci, ça devient un devoir juridique pour le pays accueillant d'accueillir l'étranger. C'est un devoir. On ne peut pas laisser en danger, soit de vie, soit d'une condition d'existence indigne de l'homme. Voilà, c'est un devoir d'accueillir dans ces cas-là l'étranger. Il écrit ça à la fin du XVIIIe siècle. Bon, c'est assez fort. Et du coup, peut-être que pour lancer la réflexion sur cette question, ce qui est assez fort, c'est, si vous y pensez, la colonisation par les Européens du Nouveau Monde a eu comme effet de baptiser les Amériques le Nouveau Monde. Et si vous y pensez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existait pas avant et que les peuples découvreurs, colonisateurs, étaient là avant. Puisque l'ancien monde, c'est le premier monde, c'est celui qui était là en premier. Et voilà, tout d'un coup, par la magie d'une colonisation lexicale, le monde des Amériques baptisé dernier venu. C'est le dernier venu, ce qui est évidemment une fiction délirante, puisque pendant le Moyen-Âge européen, bien, il y avait en même temps une vie des peuples, etc., qu'on ne peut même pas appeler précolombiens, amérindiens, etc. Et du coup, juste cette idée simple pour dire que finalement, c'est une question d'occuper l'espace. Un espace donné, le globe terrestre, qui fait que voilà, nous sommes tous sur ce globe, nous avons un espace commun à habiter. Or, vous aurez remarqué que les hommes donnent toujours des coordonnées temporelles
à l'espace qu'ils habitent. Les menhirs, les dolmens, tout ça, ce sont comme des cadrans solaires, si vous y pensez. Donc, inscrire de la temporalité dans l'espace, ça a toujours été ça, se faire un séjour pour l'homme. Un séjour, c'est quoi? C'est un lieu dont le temps est la mesure. Et au fond, il y a deux manières de temporaliser l'espace. Il y a la manière par le rapport successif. Le temps, c'est ce qui est la différence entre l'avant et l'après. Et ça, c'est ce qu'a fait la colonisation. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la conquête européenne de l'espace a été une colonisation du temps, c'est-à-dire le temps du moi d'abord, du nous d'abord, dans lequel nous sommes encore, je pense. Les rapports nord-sud, en fait, sont des rapports de priorité chronologique. Il y a les pays qui passent avant et ceux qui passent après. D'ailleurs, les flux économiques, etc., sont des flux à sens unique. Ce ne sont pas des flux réciproques. D'accord? Et ça, on pourrait appeler ça l'échange, par exemple, pour regarder le concept d'échange économique comme un rapport de il y a toujours quelqu'un qui a une priorité sur l'autre. Et je pense que chez Kant, ce qui est intéressant dans son concept d'hospitalité, c'est au fond de penser le monde, non pas selon la relation temporelle, l'espace du monde, donc selon la relation de l'avant et de l'après, mais selon une autre relation temporelle, c'est-à-dire la simultanéité. Puisque la simultanéité, si vous y pensez, c'est du temps. C'est être en même temps. Donc en même temps qu'il y avait les Espagnols, les Français, il y avait en même temps des Amérindiens. Et donc peut-être que l'horizon cosmopolitique qui est devant nous, ce serait peut-être de rendre le monde, enfin, contemporain, où les hommes seraient contemporains sur le même monde. Vous voyez? Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça un peu que je me l'explique. Alors, je présente donc nos invités. Nous avons Jeanne Sautière, qui était écrivaine et qui est membre d'un collectif d'accueil de réfugiés à Paris, et donc qui pourra faire état de la réalité de cette question de l'hospitalité. Sébastien Thierry est politologue. Il est enseignant à l'école d'architecture de Paris de Malaquais, cofondateur avec Gilles Clément du Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, et lui aussi aura l'occasion de nous faire partager son expérience de terrain, tout en prenant ça dans une réflexion évidemment qui en donnera le sens. Et donc Patrick Chamoiseau, que je représente une seconde pour ceux qui n'étaient pas là avant, donc écrivain, grand écrivain, voilà, ça me paraît bien comme définition. Peut-être que Jeanne pourrait commencer. Voilà. Alors j'ai choisi de vous parler sous la forme d'un texte écrit. Je m'en excuse un peu, mais je ne suis pas très à l'aise à l'oral. Donc j'ai ce texte avec moi qui est la recension de différents actes qui tournent autour de la question de la solidarité, mais du lieu aussi, des quartiers nord-est de Paris, depuis l'installation des grands campements, leur démantèlement, leur réinstallation, etc. C'est par le pain partagé que nous nous sommes attachés à vous. C'est biblique, oui. Une Bible des temps modernes qu'on n'évoque pas sans un rire bref, parce que c'est une chose bien dangereuse que le sacré, et que, comme tous, nous le redoutons. Aux gens qui nous insultent parce que nous vous nourrissons comme si vous étiez des pigeons, avec les mêmes reproches, la crasse, les maladies, il faudrait brandir le sacré du pain comme on agite l'ail au nez du vampire. Il y a la succession des gestes. Prendre le thé dans le seau d'une main, de l'autre verser le lait d'un côté, couper le pain, enfourner la confiture ou la pâte chocolatée. C'est vous, souvent, qui passez de l'autre côté des tréteaux pour le faire. Cette longue file, one line, please, man. On la croirait sans fin, discontinue de l'Afrique jusqu'à nous. Quand on arrive à lever le nez et à croiser vos yeux, where do you come from? Soudan, Érythrée, Darfour. Oh yes. On voit, on croyait voir, et là, on sait, on voit pour de vrai. Comme si la réalité la plus vraie, la plus intelligible, c'était cette longue file, vos visages fatigués, votre courtoisie. Vivre au sol dans la ville, s'y laver les dents, se soulager, s'abriter, comprendre où on est, ce qu'on vous dit lorsqu'on vous parle, pourquoi la police vous disperse alors qu'on ne vous indique pas où aller. Prier aussi, croire, parce que rien d'autre ne pourrait tenir mieux que ça devant l'absurde. Ce n'est pas très compliqué ce qu'on fait, c'est la simplicité même. Des gestes les uns à la suite des autres, aller chercher le pain dans les boulangeries le soir avant qu'il soit jeté, il embaumera la maison toute la nuit comme une apparition. Faire la razzia du lait, des bananes, des œufs, avoir la belle surprise de crêpes, de petits pains faits maison offerts, comme le joli petit pot de confiture, strawberry, you know, marqué à la main, fraise 2016,
dérisoire devant votre multitude et si parfaitement juste de ce qui doit se passer de nous à vous. Comme la peluche offerte à la petite fille dont les yeux n'expriment pas la joie mais l'incrédulité absolue. Lorsque vous avez été déplacés vers des lieux d'accueil, il y a eu comme une sorte d'effondrement, l'inquiétude de savoir où vous étiez, l'impossibilité d'imaginer que quelque chose de bon pouvait vous arriver. Le souci de vous nous obscurcit parce que le lien ténu, presque invisible de vous à nous existe. Comme le sentiment brusque et indiscutable que c'est ici que vous devez être, et nous aussi. C'est une question de lieu, de sol, de territoire. Il s'agit de l'espace qui constitue un abri. Il est situé au bord des boulevards extérieurs, porte de la Chapelle, près du centre d'hébergement, où des corps de réfugiés attendent une admission. Pour s'abriter de la pluie, ils occupent un petit espace sous un pont. En face, juste en face du haut mur que les Roms escaladent pour rejoindre leur camp de fortune, côte à côte, mais sans relation. Et de gros blocs de pierre ont été posés sur cet abri pour que celui-ci n'en soit plus un. Il fallait que la puissance publique reconquiert cet espace avec les moyens qu'on imagine, l'argent que ça coûte, la mobilisation du personnel. Le sang ne fait qu'un tour et 5 petites nénettes organisent un rassemblement par les mails, les posts Facebook. Pas beaucoup réfléchi, le sang à la tête. Mais quelque chose d'impérieux. On viendra donc signifier autre chose. Nous sommes une petite assemblée d'une 50aine de personnes, du thé bien sucré, des gâteaux, des dattes, des œufs durs, un bon minestrone aussi. Il me dit qu'il vient d'Érythrée, qu'il est passé par la Libye, que là on l'a battu, détroussé, mis en prison, qu'il a réussi à passer par l'Italie, qu'il est à Paris depuis 1 mois, là, sous cet abri. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas pu rentrer au centre de la Chapelle, il hausse les épaules, a essayé, n'essaye plus. Il sort de sa manche, bien roulée, sa convocation pour instruire sa demande de réfugiement. C'est pour demain, ma vie va changer, dit-il. Il n'a pas de téléphone, n'a pas pu appeler sa femme depuis 1 mois. We hope for you, dans mon pauvre anglais. Un tailleur de pierre est venu avec nous. Il voulait graver les pierres du nom de ces personnes. On ne l'a pas fait. On a craint que ça se retourne contre eux. Cet espace-là, la puissance publique ne l'avait pas totalement reconquis, puisque les réfugiés se glissent entre les pierres, y placent leurs affaires. Comment font-ils pour dormir? C'est leur lieu. Les pierres coupent un peu le vent. Un espace où quelque chose s'échange, s'ouvre, se partage. Pas un territoire. Il redonne au territoire de la puissance publique la dimension du lieu. On a quand même réussi à déplacer 2 pierres, c'était joyeux. Ça a dégagé à peu près 3 mètres carrés au sol. Cet espace-là s'appelle la France et nulle part ailleurs. Savoir que faire, ce n'est pas si simple, mais vouloir faire, oui. Que ça cesse, qu'on soit là avec ces personnes qui sont considérées comme si peu qu'on puisse les conduire en mettant des pierres sur leur chemin. Alors nous sommes là et nous regardons les hommes du métier, les tailleurs de pierre qui se sont mis au boulot. Les gestes, comme ils savent faire, comme on aide ces gros blocs à se mouvoir, les chemins qu'on leur fait, les apprêts qu'on leur donne pour pouvoir les graver, quelque chose bouge. Comme il l'avait dit, la pierre hostile redevient tout doucement la pierre belle. Les réfugiés sont là, leurs affaires dans les gros ballots à côté du chantier. 1000 fois, ils disent merci. On occupe le lieu avec eux, un petit morceau de chez nous pour une fois. Puis, il y a cet homme qui est né en Iran, comme moi, qui dit être tailleur de pierre, qui s'est approché, à qui ces hommes ont confié solennellement les outils dont je ne suis même pas capable de dire le nom, mais qui sont leurs biens précieux. Et il a fait sa part. Et dans le même mouvement qui fait bouger les pierres, la même impulsion, un homme qui était un réfugié est redevenu un tailleur de pierre. Et puis il y avait cette jeune femme qui, comme une dresseuse d'éléphants, s'est emparée de la plus grosse pierre, et ça touchait les réfugiés, ils voulaient l'aider, mais elle faisait mieux. Et on était fiers, nous les manchottes, qu'elle soit là pour nous, nous les femmes, pour nous mettre dans ce mouvement fort et doux. Peut-être les pierres savent pleurer de tendresse. Ce jour-là, on n'a pas fini. La police nous a demandé si on avait une autorisation pour faire ce qu'on faisait, on n'avait pas. On va chercher cette autorisation chez ceux qui peuvent la donner ou chez ceux qui nous disaient merci. On sera autorisé. Nous sommes donc revenus sous ce pont pour faire ce que nous devions, signifier ce que doit être la pierre, pas une matière hostile, mise là pour écraser toute possibilité de se créer un abri pour les réfugiés, mais une matière de vie. Les tailleurs de pierre sont en nombre, chacun a sa tâche. Le premier mot qui a été gravé est « fraternité ». Ça vous étonne? Liberté et égalité ont suivi comme il se doit, une histoire de devoir. Il y a encore à déplacer les blocs lourds, ça se fait. Ailleurs, on grave en mémoire de ceux qui ne sont pas arrivés. Et ce sont les réfugiés à qui on passe les outils pour écrire le mot « arriver ». Puis les lettres seront soulignées de noir. « Salut à toi le Soudanais ».
Et ceux qui sont là, qui ne connaissent pas Bérurier Noir, n'en reviennent pas. Welcome to Refugee s'épanouit en arc sous le soleil et sur la même pierre en tête bêche, 3800 morts en 2015. Humanité en beau et bas-relief, il lui fallait bien ça. Un oiseau sculpté, sous son col, quelqu'un a placé un autre oiseau en origami de papier. Des visages aussi. Résiste, résiste, gravé, reste ici, résiste à tout ce qui va t'être infligé. Une femme a traversé la route pour se joindre à nous, on la comprend mal, elle est manifestement sous-produit, mais elle a pris des outils et travaille. Une panthère, nous dit-elle. Ah bon? On ne voit pas. Lorsqu'elle aura souligné les traits avec la phare qu'elle tire de son sac, ah oui, on voit, c'est une panthère. Qu'elle aussi résiste. Une tailleuse de pierre a réalisé un radeau de la Méduse. Il a été posé là en plein soleil de cette belle après-midi. Et tous ceux qui passent en tram peuvent le voir. Il a traversé le boulevard. Il est venu me demander ce que c'étaient ces mots. Je lui explique dans mon anglais ridicule que la France a 3 mots pour se dire. Il prend son carnet et me demande de les écrire. J'écris donc les 3 mots. Il me demande ensuite de les expliquer et va les noter à côté en arabe. Liberté is freedom. Égalité is all the same rights, you know. Et fraternité is we are all brothers and sisters. Oh, hello, my sisters, me dit-il, main serrée très fort. On rit parce qu'aujourd'hui, on ne pleurera pas. Hello, my brother. En partant, il y a la place vide des Roms dégagée depuis plusieurs jours. La fumée ne montera plus derrière le mur qu'il leur fallait escalader. Plus loin, des réfugiés entassés sur des bretelles d'autoroute et des charges publiques. Devant le tram qui me ramène, une affiche sur la palissade du chantier du nouveau quartier, chapelle internationale, la réconciliation de la ville et du fer. Nous, c'est plutôt chapelle universelle, la réconciliation de la ville et de la pierre. Et puis Karim est mort. Qui était Karim? Comment est-il mort? Des questions qui restent, insistent. Il était soudanais, ça on sait. Réfugié statutaire, oui aussi. Peut-être malade, peut-être alcoolisé ce soir-là, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que l'hypothèse de l'alcool est la plus poignante pour moi. Ce recours presque indispensable pour les gens de la rue, pour lui quitter l'angoisse, le froid, la peur. Si vous trouvez mieux, n'hésitez pas, on vous attend. Quand rien ni personne n'est en face, il y a l'alcool. J'ai tellement entendu ça lorsque j'ai travaillé avec, pour des personnes de la rue, tellement souvent, qu'il me semble que je le ressens, ce besoin, il est clairement là. Liquider, dissoudre à n'importe quel prix, parce que c'est dur l'alcool dans la rue. C'est pas une cuite avec les potes, c'est le contraire. Des gens qui n'ont rien et qui payent tout au prix fort, avec leur chair, leur sang, leur vie. Mais on ne sait pas de quoi Karim est mort. On ne sait pas du tout. Et peut-être est-ce choquant de parler de ça, mais moi j'y tiens. Parce que cette mort, ce n'est pas la faute du mort, quelle que soit la raison. Son cœur n'a plus voulu, pas un battement de plus, tout a failli. Tout ce avec quoi il tenait bon a failli, le cœur s'est fendu. On ne sait pas quand il est né, quel jour c'était, quand il est parti pour le grand voyage de la survie, on ne sait pas non plus. On ne sait pas s'il a une famille là-bas qui l'attend. Peut-être que déjà elle est prévenue. Peut-être que là-bas au Soudan, 32 degrés, samedi 10 mars 2018 à 20h, temps clair. Il y a ce qui est tombé comme la foudre. Karim est mort. Il a échoué. Son voyage est ruiné. Les espoirs sont ruinés. Karim est mort à Paris, la ville de la Tour Eiffel, 14 degrés, ciel plutôt dégagé. L'absence de Karim, tout à coup totale, définitive, absolue, irréversible. On avait tout le temps peur lorsque le froid est arrivé. Et puis non, c'est dans le redout que Karim est mort. Le redout, ce qui revient de la douceur. Quand on a compris que de douceur, il n'y aura pas, que son retour est un mensonge, une annonce de ce qui n'aura pas lieu, alors on meurt. Le gel ne fend pas le cœur, le redout, si. Pourquoi est-il mort? Ça, on sait. Il est mort parce que la France n'accueille pas les réfugiés, parce qu'elle ne leur donne aucune information, aucun point d'appui, aucun accueil, même pas un abri. Que les collectifs et les associations fassent le boulot. Il est mort parce que pour l'Europe tout entière, il n'est pas tout à fait un homme. Tout ce qu'il a traversé, les grandes épreuves dont nous n'avons même pas conscience, ce désir immense de venir ici, tout est nié. Et là, ce soir, après avoir préparé ma petite pancarte pour le rassemblement de demain, ma pancarte insuffisante et la rose blanche inutile, les mots qui ne réparent rien, ce soir, je sais avec l'absolu du savoir, le savoir pour toujours, pourquoi Primo Levi a appelé son livre essentiel sur la mémoire des camps, si c'est un homme. Je ne suis pas née en France. J'ai souvent vécu à l'étranger, pas voyagé. J'ai donc souvent été accueillie. Donc née en Iran.
Celle qui me sort de ma mère, qui détortille le cordon de mon cou, qui me tape dans le dos pour que je crie, est une obstétricienne arménienne. Celle qui essuie le mucus de mon corps, qui l'aspire de mes narines, est une sage-femme iranienne. Tout s'ensuit. Ce que je vais prendre pour me constituer, c'est ce pays qui me le donne. Les yaourts de brebis dans leur peau de terre, les viandes, les fruits, les citrons doux, les aubergines charnues, la poésie, les petits rues clairs qui courent dans la caillasse, les ciels bleus comme nulle part, tous les bleus appris là-bas. J'ai tout pris. C'est mon devoir d'enfant. Là où on tombe de l'utérus de sa mère, on est chez soi. C'est inimaginable pour moi d'envisager qu'un droit du sol ne s'applique pas strictement, comme dans la matérialité de la vie. Nous sommes tous accueillis par un sol, ceux qu'il produit, ceux qui y vivent. Nous en contractons la dette anthropogénétique, car être accueillis par le fait même de naître, et de naître dans une extrême dépendance, nous engage dans la réciprocité d'accueillir. Il n'y a pas d'échappée, c'est ainsi ou c'est la mort. Tout pareil, accueillir l'étranger, celui qui arrive démuni sur notre sol, qui a besoin qu'on lui montre les chemins, qu'on lui donne le couvert. L'étranger est sur le sol qui n'est pas le sien, comme celui qui vient de tomber en vie, petit, démuni de ressources propres. Non, l'étranger n'est pas le touriste qui a trouvé un Airbnb pour passer une semaine. L'étranger est celui qui arrive et qui n'a rien en propre, ni la langue, ni l'argent, ni les ressources que la connaissance du lieu et de ses habitants donne. L'étranger est une figure absolue, nécessaire. Elle nous constitue du fait de la dette initiale. On est tous à l'étranger et chez nous simultanément. C'est l'hospitalité qui fait de étranger un chez nous, une transmutation. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir visible le redoublement de étranger, su ce que je devais d'emblée, compris comment la dette ne se referme pas. Elle dispose à s'engager ailleurs. J'ai vu chez moi, dans la grande ville riche, passer l'horreur de ce que nous faisons de notre dette humaine d'accueil. J'ai vu cet hiver et jusqu'au début de l'été un campement de 2000 personnes le long d'un canal. Il me reste de cela cette pétrification de ce qui ne peut se concevoir. Vu aussi l'eau coupée aux fontaines, les évacuations, comme on dit, du sale, les pierres mises pour empêcher les corps de s'étendre, le reniement de la dette humaine d'accueil, son juste contraire, l'invention permanente de ce qui fait obstacle, entrave, blesse, heurte toute installation, les corps qui devraient se recroqueviller jusqu'à disparaître, le déni de naître, d'avoir reçu une place dans le monde. Alors, puisque nous ne sommes tenus à aucune obéissance qui ne soit celle qui constitue la vie, nous savons comment contredire ce qui offense cette vie. Nous savons, parce que nous avons pris et reçu. Alors, faisons. Patrick, tu veux peut-être... Non? Ou est-ce que... Non? Oui, ben alors... Sébastien, Thierry. Bonjour. On peut peut-être lancer les images. Merci Patrick pour cette invitation. Merci Jeanne pour cette ouverture-là. Je vais tenter d'essayer de répondre à l'invitation donc de Patrick de débattre ensemble sur le principe d'hospitalité universelle en traçant une histoire, qui est l'histoire du Pérou, pour pôle d'exploration des ressources urbaines. Et cette histoire, je vous la propose sous la forme d'un petit diaporama, à concevoir comme une cartographie du Pérou. Comme toutes les cartographies, celle-ci est parfaitement lacunaire. Et néanmoins, nous y allons. Grand 1, sidération. Alors parce qu'il nous faut repartir de ce stupéfiant désastre que l'on nomme encore politique publique. Parce qu'il nous faut exposer stupéfiant donc la déraison d'État qui a programmé en 2016 à Calais la disparition de 10 000 personnes, soit 15% de la population calaisienne. Parce qu'il nous faut parvenir à désigner cela comme un acte de guerre, préparé par le déploiement de 18 unités mobiles sur le sol calaisien de 2015 à 2016, d'octobre 2015 à novembre 2016, pour 150 000 € par jour, dont 50 000 € pour les loger à l'hôtel. Parce qu'il faut redéfinir cela comme l'acte de guerre mis en œuvre par des bulldozers qui, communément, sont mobilisés pour construire et qui ont en 2 semaines détruit des habitations, écrasé tout signe de vie, rasé la lande.
Ce que saisit donc là André Mérian, photographe marseillais avec lequel nous avons travaillé à Calais. Parce qu'il nous faut saisir peut-être l'ampleur de ce que Sharon Rothbard, architecte israélien, nomme l'israélisation du monde, décrivant le jaillissement des frontières partout, jusqu'au cœur des villes, de Tel Aviv et tout autour. Le territoire de Calais, depuis des années, et toujours un peu plus aujourd'hui, est assiégé, strié, saturé, défiguré, exposant aux yeux de tous et l'inculquant mécaniquement une culture politique de la violence, culture mainstream, qui gagne le territoire bien au-delà de Calais, des pics anti-SDF jusqu'aux pierres anti-migrants à la Chapelle. Au terrain retourné pour empêcher que les indésirables s'en approchent et s'y établissent, vaste technique de dissuasion qui porte un nom, architecture de prévention situationnelle. Parce qu'une guerre civile mondialisée a lieu, qui, en basse intensité, prend pour cible toutes celles et ceux qui menacent de ne pas être productifs. Les Roms, les migrants, les SDF, toutes celles et ceux que nos cartes ne comptent pas. Nulle trace de vie à Calais sommes-nous sommés de constater, de répéter, d'enregistrer, comme l'atteste l'article 5 de l'arrêté municipal du 18 janvier 2017, qui nous ordonne, j'ouvre les guillemets, l'organisation de manifestations sportives, culturelles, politiques, philosophiques ou de toute autre nature est interdite sur les sites de la Lande et de Jules Ferry, sauf dérogation accordée par la commune de Calais. Il est donc officiellement interdit, sur ce territoire de la République, de voir, de penser, d'imaginer autre chose que le désert qui s'impose. Parce que ces territoires donc dessinent, c'est des territoires frappés de l'interdiction de penser, de voir, de construire, de danser, dessinent en constellation la géographie du Pérou. C'est ici que depuis 2012, nous œuvrons des situations habitées détruites par des hommes en uniforme. C'est cette interdiction que nous efforçons de braver avec cette organisation créée avec Gilles Clément, poète et jardinier, et ce à Avignon, à Paris, à Arles, à Calais et dans l'Essonne, avec la ferme intention de rénover le répertoire du pensable et du possible quant à ce qui a lieu, quant à ce qui pourrait avoir lieu. Voilà qui dessine comme une politique du Pérou, tenter de déprogrammer la violence, de dérégler les routines qui président à sa répétition et tenter de construire enfin. Déplions. De faire attention. Un aveuglement gouverne qui se répand et s'échange, qui s'inculque et s'apprend, qui forme une coutume, une habitude de ne pas voir. Il allait de soi, nous disions-nous, que la jungle de Calais, ça ne pouvait pas durer. Des représentations partagées, inscrites, incrustées, précédaient les machines qui se sont juste contentées de finir le travail. Il allait de soi, en effet, que nous disions-nous, que la jungle de Calais, c'était intolérable, inadmissible, inqualifiable, indigne, insoutenable, inhumain, invraisemblable, immonde. Nos bouches étaient et sont pleines d'adjectifs qui commencent par IN ou IM. Voilà qui est sûr et certain, le bidonville n'est que négativité pure. Dans nos récits, il n'existe quelques traces de vie que ce soit, dans nos films demeurent hors champ, quelque mouvement bâtisseur que ce soit. La jungle de Calais était une pathologie urbaine à éradiquer. À la sidération, nous opposons la considération. Les luttes du Pérou sont de regard et d'égard. Notre politique est d'attention, elle est affective. Il s'agit de se dresser là avec affection et de changer d'affect. Nos manifestations sont d'abord descriptives, nécessitant un art et une manière d'être présent, de faire connaissance, de marcher beaucoup, d'écouter, de relever, comme le dit si bien ce terme de l'anthropologie. Nécessitant donc de ralentir et de faire opposition ainsi au déferlement des machines et des évidences qui les précèdent. C'est ce qu'à Calais nous avons fait 2 années durant avec 10 équipes de recherche et 8 photographes, permettant de constituer ainsi une archive de ce qui s'invente, de ce qui s'affirme, de ce qui se construit, malgré tout, à l'instar de la Main Street, ici dessinée par Charlotte Cower, architecte, cette artère centrale de la jungle peuplée de commerces, dessinée donc à la force d'un temps pris par Charlotte Cower, d'un regard qui est un égard. Déplions. Inventorier. Voilà le programme
assez élémentaire auquel nous nous attelons finalement, au milieu du désastre, reconnaître ce qui n'est pas de l'ordre du désastre et lui faire de la place d'abord dans nos cartographies mentales, et faire ainsi apparaître l'intensité des gestes bâtisseurs, dont la jungle, en tant que fait bâti, porte le témoignage. Alors en quelques mois à peine, nous avons constaté qu'ont été construits 3 églises, 5 mosquées, 3 écoles, 1 théâtre, 2 bibliothèques, 1 hammam, 3 infirmeries, 5 salons de coiffure, 48 restaurants, 44 épiceries, 7 boulangeries, 4 boîtes de nuit, dont celle-ci, photographiée par Anita Pouchard-Serra, architecte du collectif Sans plus attendre avec lequel nous avons travaillé. Voilà ce qui advient au regard qui s'attarde, qui décrit, qui relève, avec affection, avec attention. À savoir que la jungle est un fait construit plutôt que rien, un lieu sinon vivable, tout au moins vécu, vif et vivant. La jungle est une cité surgie de la boue, et non anéantie par celle-ci. Elle est en devenir, elle est un devenir, et non un résidu d'un sombre passé. La jungle est une ville-monde, une manifestation, à entendre, comme la fête de la main, bâtie à la force de mains désireuses, vigoureuses, soigneuses. Une cité où l'on parle 1000 langues, dont un arabe calaisien qui s'est inventé là. La jungle de Calais est une preuve colossale d'humanité, puissante de ritualité, de désir, de promesses, de visions, de rêves innombrables. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus fondamental encore que ce visible manifeste architecturé. Déplions. Se rapprocher. Aux mystifications qui gouvernent, la jungle n'est qu'un immonde cloaque, nous opposons trop hâtivement des contre-mystifications. C'est le fait de quelques architectes voyant dans la jungle du vernaculaire partout, un quartier spontané, émergent, autonome, autoconstruit, autogéré, comme une urbanité authentique, naturalisée, comme le fait de migrants institués fins bricoleurs, installés dans la condition d'une altérité radicale, immaculée, libre. Nous n'y croyons pas une seconde. Tout dans la jungle est hétéroconstruit, à la force de mobilisation hallucinante. Anglais, Italiens, Grecs, Hollandais, Espagnols, et j'en passe, ont œuvré au quotidien avec des matériaux qui sont venus de Chine ou du magasin de bricolage de Calais. La jungle a été tenue vive par une jeunesse européenne extraordinaire qui, d'octobre 2015 à novembre 2016, a occupé les 120 lits de l'auberge de jeunesse de Calais. La jungle a été tenue par les Calaisiennes et Calaisiens, dont nous documentons les gestes de bienveillance quotidiens, malgré tout ce que l'on peut en dire, les mobilisations jamais vues jusque-là. La jungle a été tenue vive par une Europe active, dont l'existence est la plus précieuse, nouvelle, rapportée de Calais. Voilà donc le noyau atomique de l'architecture de la jungle, cet espace précis, fin, élaboré, construit, épais, que les corps dessinent entre eux, cette matière-abri qu'est la relation de soins, de bienveillance, cette première des infrastructures qu'est le geste d'accueil chaleureux. Voilà ce que nous avons relevé. Une architecture vitale, l'hospitalité vive, cette hospitalité créatrice, ce plus grand qui est bien plus grand que nous, comme tu l'écris, cette fraternité puissante qui se manifeste à Calais en 2015 et 2016. Voilà ce qu'a documenté Elisa Larvego, photographe qui a travaillé avec nous. Tout ce travail a été déposé par le Pérou en octobre 2017 dans la collection du FRAC, Fonds régional d'art contemporain Centre, sous le titre « Atlas d'une cité potentielle ». Et ainsi, la jungle a-t-elle été reconnue comme une urbanité du XXIe siècle, et ainsi sa destruction a-t-elle été reconnue comme un acte de vandalisme insensé. Et ainsi avons-nous fait attester que ce qui fut écrasé d'abord, ce sont des puissances, des potentialités nourries par ces rapprochements. Ces images, ces dessins, ces traces, près de 600 pages de documents, constituent alors ce que nous nommons la 36 001e commune de France, dont le territoire s'est étendu à la force d'une hospitalité active et créatrice. C'est une commune dissidente dont nous avons constitué ainsi la mémoire inaliénable, imprescriptible, ineffaçable. Déplions. Représenter. Avant cela, en avril 2016, la mairie de Calais sort son habituel Calais Mag, magazine d'information de la ville. En avril 2016, le Calais Mag porte comme titre « Calais, cité balnéaire du XXIe siècle ». Le magazine municipal informe. Il établit ce qu'il en est de ce qu'il est.
Il est un document qui atteste et crédite. Il est une écriture légale qui fait foi, qui enregistre le réel, qui fait exister ce qui est. Dans le vrai Calais Mag, il n'y a pas une ligne sur les 10 000 personnes migrantes qui vivent sur le territoire de Calais. Dans le vrai Calais Mag, on nous parle cependant d'un projet qui se nomme Heroic Land, qui est un projet de parc d'attractions dont la mairie a obtenu le financement en guise de mesures compensatoires par un fonds national d'aménagement et de développement du territoire à hauteur de 275 millions d'euros. Heroic Land, c'est un parc d'attractions dédié aux héros de jeux vidéo. Déréaliser encore et encore, faire disparaître, tel est le programme. Tout converge. De l'interdiction de penser à l'impératif de se divertir. Nous sommes sommés de prendre congé. En avril 2016, nous sortons le faux Calais Mag, qui est ici photographié sur la table d'un atelier de fabrication de chaussures de la jungle. À ce vrai mais invraisemblable, nous opposons un faux vraisemblable, comme une tentative, chemin faisant, de déprogrammer ceux qui gouvernent, de contredire les écritures légales en les déréglant, en y substituant d'autres écritures légales. Cet autre Calais Mag, donc conçu avec le designer Malte Martin, vise à formuler l'informulé. Il est distribué à 4000 exemplaires dans les rues de Calais notamment. Nous y faisons une histoire à rebrousse-poil, comme le dit Benjamin, histoire constituée de fragments de la recherche que nous conduisons alors, histoire constituée d'autres éclats du monde, rapportés des anthropologues, des sociologues, des architectes, des urbanistes, des photographes avec lesquels nous travaillons alors. Ce faux Calais Mag porte les preuves de ce qui a lieu, de ce qui pourrait avoir lieu, rapporté notamment par l'édito que la maire de Calais n'a pas écrit, puis par un entretien qui n'a pas eu lieu avec François Hollande et Xavier Bertrand. Ceci annonce qu'il renonce à la destruction de la jungle de Calais et affecte les 275 millions d'euros à un vaste projet d'accompagnement de ce qui se construit, qu'il nomme Réinventer Calais. Ainsi, tentons-nous de représenter un avenir possible à ce qui est prétendument sans avenir, parce qu'officiellement sans qualité, sans existence. Déplions. Alors des fois, on déplie les cartes et puis on se retrouve avec un pan de cartes qui est très éloigné de celui que l'on venait de lire. Et donc nous voici 5 années plus tôt, en 2012, dans le bidonville dit de la Nationale 7 à Ris-Orangis. Nous voici au commencement d'une action qui va durer 2 ans. Nous voici devant une image d'Adèle Tincelin, au beau milieu de laquelle se dresse l'ambassade du Pérou, construite avec l'architecte Julien Belair. Cette image pour dire qu'à Ris, comme à Calais, nous avons pris acte des rêves, des espoirs, des désirs, des constructions, et nous nous sommes efforcés d'en prolonger la puissance, en construisant donc l'ambassade comme un prolongement du chantier entrepris depuis des années par 150 personnes qui vivent là et qui sont évacuées à tout va, en construisant aussi des toilettes sèches, en creusant des drains, en édifiant une place des fêtes, en construisant un seuil, etc. Pour dire cela, qu'il s'agit toujours, pour nous, d'amplifier plus que de raison, d'augmenter, de faire retentir ce qui s'ébroue, les formes de vie qui s'élancent. Pour dire cela, qu'il s'agit de retrouver le chemin de cette souveraineté, de cette impertinence de construire, de cette capacité à faire advenir une histoire sur un terrain officiellement délaissé, de cette capacité à créer et faire face ainsi aux procédures et manigances mortifères, des expulsions, aux politiques d'extinction. Pour dire cela, qu'en créant des ambassades, des villes, des cinémas, des histoires folles, il s'agit de se mettre à la hauteur des rêves immenses de ces chercheurs et marcheurs que nous rencontrons dans les lisières, d'être aussi immodestes que leurs désirs, à ces gens dits pauvres, à ces gens dits modestes. L'ambassade du Pérou, dressée au beau milieu du bidonville le 22 décembre, est d'abord un espace d'articulation entre le dedans et le dehors, un espace refuge, un seuil offert à la ville. C'est bien un lieu de représentation des solidarités actives constatées les mois précédents. C'est un palais offert à Yvette, doyenne des mobilisés. Ce lieu-là va accueillir des nouvelles mobilisations, va accueillir des fêtes, des séances de travail, des réunions de quartier. C'est un lieu qui célèbre et rend célèbre et fait s'intensifier les actes d'hospitalité jusqu'alors fragiles et fragilisés. C'est un bâtiment qui s'avère le métier à tisser de nos rapprochements. C'est l'institution d'une autre histoire visant à peupler la scène d'autres gestes, d'autres devenirs possibles. C'est un palais aux mobilisations conçu pour les abriter, les amplifier, les faire retentir, les faire s'intensifier. Déplions.
fêter, pour dire le souffle, le désir, la joie même, qu'il nous faut reconnaître d'abord, qu'il nous faut arracher aux images et discours de lamentation et de déploration qui nous assaillent. Parce qu'ici même, dans ce bidonville dit Rome, on construit, on chante et danse, on fait l'amour, on cuisine, on embrasse ses enfants le matin. Parce qu'ici même, la vie a lieu, fait lieu. Et parce qu'il est aujourd'hui crucial de politiser cette nouvelle, la plus élémentaire des nouvelles en somme. Parce que gouverne un langage détraqué, celui de la dite prise en charge, une fois les personnes évacuées, si elles ne sont pas purement et simplement éloignées. Ce vocabulaire accable celles et ceux dont on parle, migrants, Roms, SDF et autres mal nommés et autres mal menés, qui s'apparentent donc officiellement à des poids, à des fardeaux, à des encombrants, à des corps en trop pour lesquels, si tant est que nous soyons et nous ayons un peu de cœur, il faut trouver des espaces en plus. Ce vocabulaire méprise celles et ceux qui ont traversé, qui ont tant œuvré, franchi, construit, les assignant à résidence d'une plainte, d'une attente d'un geste de bonté que la prise en charge réaliserait. Il nous faut, croyons-nous, urgemment renverser l'ordre des images, prendre la mesure de la puissance créatrice de celles et ceux qui construisent où rien ne saurait être construit. Ce que nous célébrons donc en inaugurant l'ambassade avec les habitants et enfants des écoles voisines, avec cette fête offerte par le metteur en scène Didier Gallas. Ce vocabulaire de la prise en charge accable aussi la collectivité tout entière, nous autres, prétendant que faire l'hospitalité, c'est faire un effort, c'est consentir à un geste difficile, c'est assumer quelque chose comme un devoir, ce devoir d'humanité contrariant. Ce vocabulaire étouffe tout ce qu'à Calais et Harris ailleurs, nous avons saisi, nous avons compris, nous avons vu, nous avons vécu, à savoir la joie, la puissance, la jouissance des relations de fraternité qui s'y sont tissées. Tel est l'enjeu premier du Pérou, reformuler ce qui a lieu, le vocabulaire de cette joie, à reconnaître que nos représentations, postures, discours, images écrasent, y compris jusqu'au cœur de nos manifestes militants, où s'accumulent les récits du désastre et jamais, ou presque, de la joie que l'hospitalité procure. Voilà le défi que nous essayons de relever, formuler ce à quoi nous pouvons dire oui, élaborer des formes manifestes d'une affirmation. Ce que nous avons mis en œuvre à RIS en dansant avec Israël Galvan notamment, en essayant donc de nous hisser à cette hauteur-là d'une humanité qui danse et ainsi brave le désastre et construit ce faisant, en dansant. Déplions, affirmer. Reprendre le chantier, donc, c'est construire des espaces qui sont aussi des temps, à l'instar de ce lieu de travail dressé au cœur du bidonville de Grigny en 2013, qui accueille 6 équipes d'architectes et qui vont, avec les familles, concevoir des lieux à venir. Ainsi s'agit-il donc de poursuivre le processus de transformation, considérant, somme toute, qu'une ville est, dans 99% des cas, un bidonville qui a réussi, si l'on s'en réfère un peu sérieusement à l'histoire de l'humanité. Mais aussi, sans aller aussi loin, s'agit-il de renverser les évidences et de défendre que c'est en construisant ici, en créant les conditions de vie les meilleures dans le bidonville, que l'on crée les conditions les meilleures pour que chacun invente un avenir hors le bidonville. Les 2 tiers des personnes aujourd'hui inscrites sont aujourd'hui, les 2 tiers des personnes avec lesquelles nous avons travaillé en Essonne sont aujourd'hui inscrites dans le territoire de l'Essonne, habitent à Ris-Orangis et à Grigny. Toujours le Pérou s'efforce donc de faire preuve diplomatique entre des espaces, entre la ville et le bidonville, mais aussi entre des temps, entre un présent et des devenirs. Mais aussi, cette image, parce que nous croyons que construire ainsi est un impératif du XXIe siècle qui se précise, qui s'annonce, qui insiste, et ce depuis un certain temps. Cette image, parce que « ailleurs commence ici » est une phrase que nous avons empruntée à Paul Virilio, qui sous-titre ainsi son exposition Terre natale, présentée à la Fondation Cartier en 2008. Paul Virilio nous alerte. Les mouvements migratoires sont constitutifs du XXIe siècle. L'humanité tout entière, au regard de tous les bouleversements que nous connaissons, se trouve désormais, dit-il, au travail de devoir repeupler la planète. C'est un événement sans précédent, sans référent. Les migrations contemporaines signent donc la fin de nos éloignements et annoncent des brassages extraordinaires à venir. Ces brassages s'annoncent chaotiques et les urbanités à venir exceptionnellement désordonnées. Alors, la jungle de Calais, le bidonville de Ris-Orangis ou de Grigny,
la présence parmi nous de celui qui n'était pas prévu, tel est l'état du monde à venir. Alors on prend ces lieux à mauvaise réputation comme des laboratoires de nos devenirs, comme des lieux où penser ce qui vient, parce que nous n'avons pas le choix, parce que la position que l'on adopte est la seule pensable, est la seule possible et la seule raisonnable. Ainsi s'agit-il pour les architectes et urbanistes que nous sommes de renverser enfin le paradigme agissant depuis un siècle au moins selon lequel il s'agirait de d'abord aménager, puis construire, puis habiter. Aujourd'hui, demain, il s'agit d'habiter, puis de construire, puis d'aménager. Déplions, imaginez. Cette image, parce que construire à l'heure de ces bouleversements, c'est prendre soin de nos relations, les attiser, les cultiver, les jardiner, à l'instar de ce geste du collectif Stalker, architectes et artistes qui sont venus travailler dans le pavillon à Cagny, et qui, pendant une semaine, ont poursuivi ce chantier magnifique, tissé et hissé une toile avec les femmes du bidonville et les tissus donnés par celles-ci, et avec des femmes du quartier voisin. Ainsi, avec les étudiants architectes auxquels a été transmis l'art de tisser, de coudre, de faire des sutures et des points, des liens et des nœuds, avons-nous fait école des situations, de cette situation. Cette toile dressée pour faire du bidonville entier un cinéma de plein air, le lieu même de l'élaboration d'un imaginaire commun. Cette toile est un écran aussi, pour que se dressent d'autres images de ce qui a lieu, notamment des films réalisés par les familles, au beau milieu de ce lieu frappé des images et des récits du désastre. Parce que nous en sommes ici, à devoir rénover le répertoire des images de ce qui a lieu, à devoir construire d'abord un imaginaire du contemporain, un imaginaire d'autres commencements, et construire en tout premier lieu, défendons-nous, un imaginaire de l'acte d'hospitalité absolument renversé. Non pensé comme une anecdote dans la crise officielle des migrations contemporaines, mais comme un geste fondateur des urbanités du XXIe siècle. Déplions. Retour aujourd'hui, quartier de la Chapelle à Paris. Ça fait un an que le Pérou est à la Chapelle, fort de ce qu'il a appris de Calais, sur invitation donc des collectifs qui œuvrent au quotidien pour faire du quartier de la Chapelle un haut lieu de l'hospitalité. Alors voilà, il s'agit, nous pensons-nous, de prendre soin de ce qui, au milieu du désastre, n'est pas de l'ordre du désastre, et le rendre visible et le faire retentir, en augmenter la ruralité urbaine et le dresser comme un front, comme une avancée pionnière, comme une création contemporaine vive et vitale. Ainsi s'agit-il de porter collectivement cette attention à ce bruissement-là, qui dessine des puissances, qui marque le territoire de hauts lieux potentiels. Alors avons-nous arpenté le territoire, documenté, collectionné, enregistrer les actes qui se dressent ici. Finalement, c'est un travail de sismographe que l'on cessait de faire, de réception des signaux fragiles que nous envoient ces collectifs pourtant criminalisés, des nouvelles réjouissantes du monde dont il nous faut prendre soin comme un trésor public, et célébrer et rendre célèbre. Ainsi en va-t-il de la bibliothèque municipale Vaclav-Havel, un lieu extraordinaire, non en raison de son architecture, mais en raison de celles et ceux qui l'habitent et le font vivre, en raison d'une équipe de bibliothécaires hors du commun, qui donne à cette bibliothèque des allures d'utopie concrète, réalisée. Alors avons-nous imaginé manifester non notre indignation, mais l'épreuve de l'immense dignité de ces personnes, la reconnaissance des migrants et des habitants, leur amitié, leur gratitude. Alors avons-nous offert un cadeau à la bibliothèque, une image sur laquelle nous voyons notre rassemblement et une pièce sonore, le tout accroché dans la bibliothèque municipale Vaclav-Havel, où donc est témoigné notre attachement à celle-ci et à celles et ceux qui font ce lieu. Inscrire. Aujourd'hui même, donc, nous célébrons la distribution quotidienne des petits déjeuners dans la cour du Maroc, non loin de la bibliothèque municipale Vaclav-Havel. Distribution quotidienne de petits déjeuners à ceux que le collectif auquel participe Jeanne nomme ses invités, à savoir les personnes migrantes vivant aujourd'hui dans les camps alentours. Et voilà donc que nous décrétons que ces gestes sont à notre patrimoine et méritent donc que l'on inscrive leur existence sur notre carte et que l'on indique dans le métro parisien leur présence à Stalingrad, comme le Sacré-Cœur est indiqué à la station Anvers. Et Dieu sait si des Sacré-Cœurs, il y en a à Stalingrad. C'est le premier acte d'une transformation de et dans la cour du Maroc elle-même, où nous aménagerons des lieux, où nous planterons des arbres,
où nous dresserons de nouvelles tables, où nous danserons, où nous écrirons des histoires à même le sol, où nous construirons avec les 32 équipes qui ont répondu à un faux appel à projet de la ville de Paris que nous nous sommes permis de publier. Parce qu'un élément inscrit à notre patrimoine mérite le plus grand des écarts et des égards. Et pour conclure, et ne pas cesser d'écrire, ne pas cesser d'écrire et de décrire les actes d'hospitalité inscrits dans ce petit livre que nous venons de publier, des actes à Calais et tout autour. Ce texte est sans fin, et il inventorie un à un ces actes que nous avons rencontrés à Calais et tout autour. Il prend acte de leur existence démultipliée. Il est à sa manière une cartographie de ce territoire qui s'étend à bas bruit, de ce territoire habitable, de ce territoire respirable. Ceci est donc un précis d'architecture pour Calais, qui se reconstruira au centuple, qu'on le veuille ou non. Ne pas cesser de s'étendre. Cette écriture, nous l'étendrons à partir du mois de septembre à la Méditerranée tout entière, en installant des consulats du Pérou, des résidences d'auteurs à Lesbos, à Bruxelles, à Ljubljana, à Hambourg, à Izmir, à Rome, à Beyrouth, à Tel Aviv, à Tunis, à Rabat, à N'Djamena, à Abuja, au Nigeria, et à Paris et sur la mer Méditerranée aussi, bien entendu. Nous souhaitons, ce faisant, constituer l'archive au présent des actes d'hospitalité qui dessinent une commune, se jouant des frontières, et qui rassemble d'innombrables concitoyens, œuvrant de concert, conspirant, effectivement, au sens de respirer ensemble. Ne pas cesser d'être immodeste. Cette écriture polyphonique que nous allons faire se déployer pendant 1 an, de septembre 2019 à septembre 2020, va permettre d'élaborer une pièce nécessaire à la rédaction du formulaire ICH-01 de l'UNESCO, dit Liste de sauvegarde urgente. Formulaire sur lequel nous avons commencé à travailler avec de nombreux complices, dont Jeanne, dont Fabienne Brugère, dont Mireille Delmas-Marty, afin de faire inscrire l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parce que ces actes ordinaires sont de cet ordre-là. Ce sont des édifices vitaux. Nous y tenons autant qu'ils nous font tenir. Parce que ces actes ordinaires sont effectivement au rendez-vous de ce siècle. Ils sont un héritage, et sans doute le plus précieux qui soit, pour les générations à venir qui connaîtront des brassages planétaires sans commune mesure avec ce que nous avons connu. Alors, une fois reconnue la portée mondiale de ces gestes qui ont lieu aujourd'hui, et pourtant ne cessent d'être fragilisés, méprisés, discrédités, criminalisés, étouffés, alors nous ne cesserons de construire dans leur sillage des palais, donc, à l'hospitalité, des diplomaties sur le chemin migratoire, des hauts lieux magnifiques, des abris de droit et de joie, des places luxuriantes dédiées à cette amitié politique que l'on nomme fraternité et que tu invoques admirablement dans ce livre comme un chant, frères migrants. Merci. Ben, Patrick, je voudrais te demander pourquoi tu as écrit Frères migrants. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quand même un phénomène de barbarie inadmissible de voir mourir des milliers de personnes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent à cela. De voir aussi comment ces gens qui arrivent à passer les frontières sont traités dans les différents lieux à Calais ou à Paris. Aujourd'hui encore à Paris, c'est assez dramatique. Donc ça, il y a toujours une indignation, un refus comme ça de ce qui n'est pas acceptable. Et c'est vrai que le souffle de l'indignation pousse l'écriture. Hein, lorsqu'on ne sait pas quoi dire, comment dire, enfin, on n'accepte pas comme ça l'inacceptable, on a tendance à résoudre le problème par de l'écriture. Et puis, il y a eu un appel de gens comme Jeanne, Medeb, enfin des militants qui sont sur le terrain, qui voient les choses. Je ne suis pas très militant, je ne suis pas toujours sur le terrain. Je suis absolument fasciné par ces gens qui prennent leur temps, leur vie, leur moment, qui se lèvent tôt, qui distribuent des petits déjeuners, qui sont à côté de ceux qui sont frappés par la police, etc.
Donc il y a une sorte d'appel qui me surprend toujours, en disant on a besoin d'une parole poétique. Et ça m'étonne toujours quand le militant, celui qui agit, qui est tellement efficace et qui est tellement précieux, appelle quelqu'un qui n'a rien comme pouvoir, qui a simplement le pouvoir d'exprimer son indignation et de rappeler un certain nombre de principes. Et la question des migrants, je ne suis pas un spécialiste des migrations et des migrants, c'est simplement quelqu'un qui est indigné. Et cette indignation me renvoie tout de suite à ce que Glissant appelle la politique de la relation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, mais un phénomène comme celui-là, bien sûr, c'est une crise humanitaire, donc il faut y répondre tout de suite. C'est un problème politique, donc il faut une réponse politique, il faut une organisation mondiale qui puisse réguler cette mobilité nouvelle, parce que cette mobilité ne va pas s'arrêter, le monde est devenu relationnel, indépendamment des grands drames différents qui provoquent ces déplacements. On a véritablement un imaginaire qui s'est installé dans le monde et qui fait que chaque individu est habité par une vision du monde et que le désir d'être, le désir de vivre, les grands élans d'existence s'expriment plus à l'échelle d'un petit territoire local, mais peuvent prendre la forme de grandes projections sur des fascinations qui sont très loin. Donc on aura des migrations sans compter les phénomènes climatiques qui vont aussi engendrer un certain nombre de déplacements de la population. Donc nous sommes à une époque où tout le dispositif, toute cette espèce de transmission ou de délégation que nous avons faite aux États, aux institutions concernant l'hospitalité, la possibilité d'admettre la mobilité nouvelle et de créer les cadres pour que cette mobilité nouvelle ne soit pas des lieux d'assassinat, de mort, de souffrance. Il faut véritablement aller au-delà du simple droit du refuge et de l'asile et avoir des dispositifs juridiques opposables aux États et qui relèvent de cette notion. Et ça, c'est un des grands surgissements de ce phénomène. Il n'est pas réglé, les gens continuent à mourir, nous nous battons, il y a des gens qui se battent, il y a un travail extraordinaire qui est fait, enfin bon, on a témoigné. Mais ça a fait, dans cette réflexion-là, ça a fait émerger cette valeur, j'aime pas tellement le mot valeur, mais ce principe qui est important et qu'on doit inscrire dans la relation, qui est le principe d'hospitalité. Et tout le monde se met à réfléchir sur la question de l'hospitalité. Alors, c'est ça qui est extrêmement puissant. Donc il y a deux niveaux sur l'hospitalité. Il y a ce dispositif de régulation mondiale opposable aux États, sur lequel des juristes comme Mireille Delmas-Marty réfléchissent, etc., etc. Donc c'est assez formidable. Et puis il y a cette récupération par l'individu, par chacun de nous, de la notion d'hospitalité, de l'habiter autrement. Moi, je me souviens, je lisais récemment un texte qui s'appelle l'Anonyme de Carpentras. C'est un marin, je crois que c'est un marin breton qui était aux Antilles, qui a débarqué en Martinique en 1600 et quelques, et qui s'est mis à décrire un peu le comportement des Amérindiens. Et c'est assez fascinant de voir comment cet anonyme raconte la manière dont ils sont accueillis, comment les Amérindiens accueillaient les colons européens, comment ils les soignaient, comment ils leur donnaient à manger. Enfin, et très souvent, il décrit même que lorsqu'ils reprenaient le bateau, les Amérindiens pleuraient. Ils perdaient des amis, ils perdaient des trucs, ils avaient une espèce de soif de rencontres, d'aide, etc., etc. C'était inscrit dans les cultures anciennes ou les cultures archaïques. Et l'exemple aussi le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est que ma mère, lorsqu'elle cuisait, faisait à manger, on était une famille de 5 enfants, il n'y avait pas 5 poissons, il y avait 10 poissons, il y avait 15 poissons. Les marmites étaient énormes. C'est-à-dire qu'elle était prête à recevoir à tout moment. Et pourtant, elle n'avait pas de sous. Mais elle n'a jamais cuisiné de manière étroite pour sa famille. C'était vraiment quelque chose qui prévoyait l'arrivée de... Donc, on voit bien qu'on a dans toutes les cultures traditionnelles, on a cette dimension de l'accueil d'hospitalité, cette préparation, en tout cas cette éventualité, est inscrite dans le fonctionnement ordinaire. Et les exemples sont multiples, même dans les spiritualités comme celle du vaudou, on a toujours une divinité qui s'occupe du passage de la barrière et qui régule la barrière. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ce principe a été un petit peu abandonné de la vie quotidienne. Les modalités urbaines font qu'on n'a même plus la possibilité et le pouvoir d'achat. La réduction individualiste fait que
Aujourd'hui, tout ce principe d'hospitalité a disparu, a été délégué comme ça aux États et qui l'ont traité sur des modalités un petit peu particulières. Et ces modalités arrivent à épuisement. Donc il faut véritablement reprendre au niveau le plus haut un dispositif qui permette de s'accorder à la nouvelle politique du monde, qui est une politique de la relation et qui intègre une nouvelle mobilité, une mobilité massive, permanente, imprévisible, non pas de population entière, ni de culture ou de civilisation, mais une mobilité d'individus que nous devons absolument mettre en œuvre. Et la réflexion est bien avancée. La question de l'hospitalité est véritablement posée. L'autre dimension, c'est que la notion d'hospitalité était traitée de manière un peu particulière. On a son chez-soi et on accueille l'autre chez soi. Donc, il fallait laisser la place, donner à manger, habiller, etc. Et cette notion-là elle est importante. Hein. Il y a encore des gens qui accueillent des migrants chez eux. Mais quand je vois le travail que vous faites et comment ils traitent la question de l'hospitalité, je m'aperçois aussi que dans les processus relationnels qui vont se mettre en place, où nous aurons à poser le principe de l'hospitalité et à l'appliquer, non pas de manière étatique, institutionnelle qui est nécessaire, mais aussi dans le cadre d'une éthique individuelle, il y a cette notion, et ça, ce qu'on vient de voir est assez extraordinaire, parce que la question de l'hospitalité, c'est aussi cette espèce de disponibilité de l'imaginaire et du regard qui permet de regarder ce qui arrive, de regarder celui qui n'accueille pas et qui refuse l'hospitalité, qui a effacé ça de son imaginaire, verra dans la jungle de Calais un bric-à-brac absolument immonde, alors que celui qui sait qu'il faut rentrer dans une éthique de la responsabilité est capable de regarder Calais et de voir, moi quand je vois les textes de Sébastien, c'est absolument fasciné, tout ce qui est décrit, le travail de Michel Agier sur les réalités de ces agglutinations de migrants qui campent aux portes, dans les frontières, aux portes des grands États, il y a la capacité dans la construction de l'éthique de la responsabilité, de l'hospitalité, il y a désormais une capacité à observer, à considérer, à voir, à se laisser surprendre et à comprendre ce qui est en train de se passer et à accompagner, non pas dire, voilà, je t'ouvre ma porte et je te fais un petit espace dans mon espace à moi, mais véritablement à créer les conditions de l'émergence de nouveaux vivre ensemble. Donc cette notion de l'éthique individuelle basée sur la responsabilité, elle est profondément créative. C'est l'affaire de tous, mais ce n'est pas simplement accueillir chez soi, mais c'est véritablement considérer ces phénomènes et faire en sorte d'accompagner les surgissements qui se produisent du fait de ces phénomènes. Et ça, le travail est absolument considérable. Et ça, c'est véritablement une des vertus ou un des principes de la relation. La relation suppose que l'on suppose beaucoup de choses, mais cette relation désormais à la totalité du monde qui engendre et qui impose ou qui oblige à considérer qu'il y a énormément de mobilité, nous oblige aussi d'une certaine manière à poser le principe de l'hospitalité. Il n'y a pas de mobilité possible sinon la mobilité devient meurtrière, sinon il n'y a pas de principe d'hospitalité. Donc une des grandes dynamiques de la relation, c'est véritablement cette hospitalité qu'il nous faut construire, qu'il nous faut intégrer, intérioriser et avoir ce travail absolument créateur. Je vois le texte de Jeanne sur cette pratique qui est une pratique exploratoire, esthétique, sensitive. On regarde, on se construit soi-même, on ne se contente pas de faire une place à l'autre, mais dans ce rapport nouveau, dans cette crise, cette catastrophe, on développe sa propre humanité, on regarde, on n'impose pas un comportement, au contraire, on regarde ce qui se passe, on est disponible pour ce qui se construit, et ça, c'est absolument formidable. Donc on s'aperçoit que l'hospitalité est une force créatrice. On va peut-être réserver un dernier moment d'échange avec la salle. S'il y a des questions, juste un mot glissant, parler d'une vision prophétique du passé. Et dans notre culture européenne, puisque nous sommes aussi européens, c'est vrai que nous, on peut se réapproprier notre culture, et par exemple la culture grecque. Dans l'Odyssée, Ulysse, quand il revient après 20 ans, comme il est métamorphosé en vieillard, il arrive comme un étranger. Ce n'est pas le retour d'Ulysse chez lui, en fait. Il arrive vraiment comme un étranger. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on l'accueille.
On l'accueille comme un étranger, on lui lave les pieds, on lui donne à manger, et ensuite il raconte son histoire. Mais l'hospitalité, elle est inconditionnelle. Et ça, dans la culture grecque, dont nous sommes les héritiers, il y a du beau dans cette culture-là. Il y a ça, ça se retrouve chez Platon. Chez Platon, la philosophie, ça arrive quoi? Quand il y a un personnage qui arrive, qui n'est pas athénien, et qui s'appelle, en grec, Xénos, l'étranger. C'est par l'étranger, avec un grand X, que la philosophie arrive à la cité athénienne. Et ça, c'est Platon qui l'invente. Donc on peut aussi se ressaisir d'un imaginaire européen que nous avons, par le plus beau, et l'investir, quoi. Voilà. On a ça à faire. Voilà, je voulais dire ça. Déjà, merci pour ces témoignages. Je voulais interroger un peu le regard qui est porté par visiblement des philosophes, des gens de lettres, sur des parcours de vie, et aussi attirer l'attention sur l'hospitalité inconditionnelle, en se disant que la personne qui ouvre les portes, elle le fait aussi par rapport à elle. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. Et que des fois, dans la relation, ça interroge aussi les gens qui investissent ces lieux-là. Et ça peut aussi amener aussi à des dérives. Donc, très concrètement, il y a aussi à poser des cadres. Et l'hospitalité, ça a du bon, mais ça peut aussi engendrer aussi des dérives. Donc, ne serait-ce que par, effectivement, l'esclavage moderne. C'est-à-dire, il peut y avoir effectivement des jeunes qui rentrent dans des familles d'accueil et qui se sentent redevables de famille, qui vont avoir des demandes de plus en plus particulières. Donc, voilà, moi, je voudrais aussi qu'on ne reste pas naïf par rapport à des personnes qui arrivent sur des territoires qui sont effectivement pas investis par l'État, parce qu'effectivement, il faut bien des collectifs. Et c'est vrai que c'est pas volontairement que les choses, elles se font, parce que c'est dans l'inconscient aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la relation. Et je trouve que des fois, dans l'intention de bien faire, on peut mal faire. Et là-dessus, je pense qu'il faut quand même beaucoup y réfléchir. Moi, je travaille avec des jeunes, et effectivement, on a énormément de mineurs non accompagnés. Et je trouve qu'il faut se questionner par rapport à ça, parce que des fois, je vois arriver des gens qui les accompagnent avec beaucoup de bonnes intentions, et des fois, ils ne parlent pas, et on ne leur laisse pas le temps de parler, de s'exprimer. Et des fois, tant mieux, ils sont là, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire. Mais des fois, le temps que l'on devrait prendre pour chacun d'eux, déjà nous, on ne l'a pas. Mais c'est vrai que des fois, on est obligé de dire là, stop, on arrête. Orienter des jeunes pour les orienter, non, le temps, il faut qu'on le prenne. Et ça, je trouve qu'il y a une violence aussi de part et d'autre, et il faut qu'on apprenne à s'écouter. Et que vouloir voir... dans des situations de violence parce qu'ils la subissent et que malgré tout ils arrivent avec des sourires et qu'ils conservent le sourire et que ça peut faire quelque chose de très poétique où on peut effectivement y faire émerger des choses très positives, ça reste quand même violent pour eux. Donc ça, je pense que j'étais obligée de le dire, même si effectivement ce que vous avez décrit, même les photos, tout ça, ça reste esthétique. Leur vie à eux, elle est quand même très violente. Leur parcours est très violent et quand ils arrivent ici, disons, ceux qui découvrent, c'est déjà mieux que ce qu'ils avaient chez eux. Mais effectivement, et par rapport à l'histoire, disons, excusez-moi, moi je suis de l'autre côté tout en ayant une histoire aussi en lien avec cette histoire de bateau, de parcours de migration, où nous, en fait, quand on entend nos parents qui sont arrivés, ils ont eu ces parcours-là. Et c'est vrai que du coup, ça fait écho, et en même temps, on se dit, mince, on touche du doigt une histoire qui est peut-être là aussi, qui a été peut-être celle de nos grands-parents, de nos parents, et on se dit là, quand même, il faut quand même pas qu'on refasse les mêmes erreurs. Donc oui, il faut respecter quand même ces parcours-là, en sachant qu'effectivement, il y a une très grande mobilité et que parfois, la France, ce n'est pas franchement pour eux, pour beaucoup en tout cas, c'est qu'un lieu de passage, quoi.
Parce que malgré tout, on n'est plus aussi désirable que ça. Donc ça aussi, il faut se l'entendre dire. Et c'est quand même très violent aussi que de se l'entendre dire, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'accueillir et que eux, en partant de là où ils n'ont rien, ils sont capables de voir qu'on n'est pas capable d'accueillir. Donc là, ça implique quand même pas mal de questions. Voilà. Je voulais faire une invitation très officielle, je suis ici, à Pérou, d'ouvrir une ambassade à Marseille, parce que nous sommes un grand port d'arrivée de migrants, que ce soit d'Italie ou d'Espagne. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent pour donner à manger, soigner, apprendre le français. Mais on a un problème énorme de logement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent et de familles qui accueillent les mineurs. Mais pour ce qui est des majeurs, ils dorment dans la rue, pas très loin d'ici, dans plusieurs endroits. Je m'occupe d'un collectif qui s'appelle Un coup de pouce aux migrants et on fait des maraudes dans la rue pour aller à leur contact. Et c'est vrai que je réalise que du coup on n'a pas d'architecte, il n'y a pas de réflexion là-dessus et que leur besoin, celui qu'ils expriment absolument, c'est celui d'être logés. Parce que là, ils passent toute leur vie et leur nuit dans les rues de Marseille, sans toilette publique, sans rien. Donc, je vous invite vraiment officiellement à venir nous aider, que les architectes se mobilisent à nos côtés. Merci. Je propose que Sébastien Thierry réponde, enfin dise quelque chose, et puis on. Mais il répond oui. Et puis on arrêtera cette partie à ce moment-là, je pense, puisque les activités continuent. Mais tu réponds quand même. Je réponds. Oui. Je réponds à l'invitation. Ben oui, bien sûr. Après oui, bien sûr, oui. La réponse est oui. Après, déjà le Pérou n'est pas un collectif. Peut-être que je l'ai pas trop décrit, pas assez décrit. C'est-à-dire que on ne travaille que avec des camarades, dont des Marseillais, architectes, et c'est aussi voilà un pays, un territoire sans bord, et donc on ne cesse effectivement d'inviter, de réinviter des amis architectes notamment, artistes, etc. Donc c'est pas pour me défiler, mais pour me dire que il y a plein de camarades, y compris à Marseille. Je vais pas donner les noms là de suite, mais je vous les donnerai. Et puis voilà aussi. À Marseille, il y a une école, et non loin aussi à Montpellier, il y a une école, et je crois que ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on se rend compte que les étudiants, bientôt, sont nés au XXIe siècle, que l'on a dans les écoles, et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mobilisation assez extraordinaire aussi de cette jeunesse-là, et que voilà, donc le Pérou ne tient pas seul, loin de là, loin s'en faut, la position de celles et ceux qui œuvrent, et qu'il y a effectivement à venir, et là, frémissant, toute une jeunesse et des collectifs qui se montent, etc., et qui sont extrêmement puissants, désireux, motivés d'œuvrer. Donc, au moins le Pérou comme diplomatie entre vous et celles et ceux qui seraient en mesure, évidemment, de vous accompagner. Et il y en a quelques-uns dont je vous donnerai les noms en privé. Voilà. Si vous permettez, je voulais vous répondre un tout petit peu parce que je trouve que ce que vous avez dit est important. Je crois qu'il ne peut y avoir que des questions quand on travaille avec des personnes qui sont en situation d'une fragilité quelconque, quelle qu'elle soit.
celle-là, effectivement, dans le dénuement qui apparaît comme total, doit susciter des questions. Quand les questions ne se posent plus, ça devient très grave. Nous, on ne cesse pas de se poser des questions. Est-ce qu'il faut faire les tartines et les ça paraît très con, hein, ce que je vais dire, mais est-ce qu'il faut les donner les tartines? Laissez-les faire, parce que moi, ce qui m'a vachement saisi quand on a commencé tout ça, c'est que voilà des gens qui arrivent, qui avaient une position sociale, une famille, un métier, un nantissement culturel, qui étaient des citoyens comme vous et moi, et qui du jour au lendemain sont des sacs vides, voilà. On les représente comme ça, c'est-à-dire des gens qui peuvent plus se faire à manger, qui peuvent plus construire leur baraque, qui peuvent plus, et on ne leur donne jamais l'occasion de réinvestir de leur savoir nos territoires. C'est ça qui est terrible. Et ils savent faire, évidemment qu'ils savent faire beaucoup de choses, mais encore faut-il ne pas raisonner. C'est ce que tu as beaucoup dit, en termes, et toi aussi évidemment Patrick, mais en termes de, on est face à quelqu'un de démuni. Non, on n'est pas face à quelqu'un de démuni, on est face à quelqu'un qui effectivement a besoin d'aide, ça c'est certain, mais qui n'est pas un être démuni. Et nous sommes parfois démunis devant l'immensité des problèmes et devant, voilà. Et tout ça, ça nécessite effectivement de considérer, comme on n'arrête pas de le dire, de considérer l'autre comme vraiment parfaitement son semblable. Enfin, c'est un peu ridicule de parler comme ça. Mais je crois qu'à partir du moment où une puissance s'exerce, que ce soit celle de la charité, entre guillemets, celle du nantissement, quel qu'il soit, de biens matériels, de biens culturels, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est plus possible. Et ça, je crois qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, il faut absolument ne pas se retrouver dans cette position parce qu'elle est fausse et dangereuse. Oui, dernier mot, oui. Merci. Juste un mot très bref, parce que vous disiez, Guillaume Pijard de Gurberg, que vous rappeliez les origines grecques. Ici, on est à Marseille, et le mythe fondateur de la cité, vous le savez, c'est Protis Aegyptis, et donc le mythe fondateur, c'est ce mythe de l'accueil de l'étranger. C'est vrai qu'on n'en voit pas grand-chose aujourd'hui, quand on voit au contraire que, par exemple, les étrangers à la Alpugée sont traqués, qu'on leur enlève même les duvets, les matelas, qu'il y a des missions de la police pour venir leur arracher le peu qu'ils ont. Mais pour revenir à quelque chose qui serait une projection, je pense qu'au-delà de la question du principe de l'hospitalité, évidemment, il est absolument central, et je crois qu'il faut penser la politique aujourd'hui à partir du sujet de l'étranger. C'est le seul sujet politique qui permet de penser tout ce qu'on fabrique d'invisibilité à l'intérieur même de nos sociétés. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier que le principal danger, vous parliez d'Europe aussi, il est à l'intérieur de l'Europe, parce que l'Europe a son propre principe de destruction, elle l'a déjà prouvé historiquement à la Deuxième Guerre mondiale, et que si la seule possibilité de ne pas... Et là, enfin, moi j'admire toujours quand j'entends Sébastien Thierry parler, parce qu'effectivement c'est extrêmement limpide, cette pensée à contre-désastre, comment est-ce qu'il faut changer les modes de représentation aujourd'hui, inventer une pensée qui soit une pensée de l'Europe, qui est le contraire de la pensée justement de cette demande à l'État-nation de réguler, mais qui est au contraire une pensée qui soit enchâssée à un concept du monde repensé de l'extérieur. Et demander aux Africains de nous raconter l'Europe, parce qu'effectivement, si on ne repense pas cette Europe enchâssée à un concept d'un monde pour tous, alors effectivement... on sera obligé pour la première fois d'imaginer cette pensée du désastre comme nous envahissons tous et à l'intérieur même des États forteresses. Soit c'est l'Europe forteresse, soit c'est un monde pour tous. Et là, je crois que ce principe d'hospitalité, il ne peut être que central. Merci pour ce mot de la fin. Merci, et puis bien à plus tard pour ceux qui continuent. Le programme continue plus tard. Merci beaucoup.